Merci à tous les organisateurs de m'avoir convié à ce colloque, d'autant que j'apparais en vous écoutant de plus en plus comme une pièce rapportée un peu, mais il faut quelquefois quelques pièces originales et extérieures pour lire des phénomènes. Moi, je suis spécialiste du post-conflit, effectivement, plus particulièrement de justice pénale internationale, de crimes de masse et de toutes les horreurs de la guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide, etc. Et je travaille plutôt sur les entreprises qui ont des problèmes de responsabilité en zone de conflit. Et on a du travail en ce moment. Et je fais aussi du droit pénal militaire. Mais dans le laboratoire que je dirige, il y a un programme mémoire au pluriel, parce que les mémoires elles-mêmes sont conflictuelles. Et à partir de ce moment-là, que ce soit des mémoires physiques ou autres d'ailleurs, je crois que c'est toi qui as employé le mot usage du passé tout à l'heure, les usages du passé dans le présent créent du conflit. Je vous assure, j'ai un programme dans les Balkans en ce moment qui est une démonstration absolument remarquable de cela. Alors il se trouve, nous sommes affiliés à un programme plus... J'essaye de vous expliquer d'où je parle pour que vous compreniez ce que je vais vous dire. Nous avons un programme international qui s'appelle TRACE, qui concerne pas seulement l'Europe, mais aussi et beaucoup l'Asie. C'est un programme qui est d'ailleurs venu de tous les problèmes que pose le post-conflit en Asie, notamment Japon, Corée, Chine, etc. Et nous nous intéressons à tous les problèmes de traces conflictuelles, surtout en Allemagne, où j'ai beaucoup travaillé, en Italie et maintenant un petit peu plus en Espagne. Mais nous avons aussi toute la partie oubli-mémoire qui concerne la France et sur laquelle il y a déjà eu de nombreux travaux. Mais nous avons été frappés en prenant ce dossier, c'est ce que j'ai mis dans la petite plaquette, je crois que vous avez distribué, par un paradoxe au fond que je trouve assez extraordinaire. C'est que les grandes entreprises qui, au fond, produisent ou sont productrices de ce que moi je lis de l'autre côté, c'est-à-dire, il faut le dire franchement, productrices d'armes et de létalité et donc de mort, ce que l'on voit, nous, juristes, tout à fait d'une autre façon, qui est tout le domaine du droit de la limitation des armements et des débats qui se situent à La Haye là-dessus. Je connais mieux la balle Doum Doum, si vous voulez, pour son interdiction, que pour sa fabrication. Voilà, je vais vous dire comment je prends ces problèmes. Donc on a quand même été frappé que ces géants qui contribuent essentiellement quand même à la guerre, lorsqu'on commence à s'intéresser à eux, se situent plutôt dans une sorte d'oubli, ou d'espace d'oubli, ou tout au moins dans un processus, alors je ne vais pas dire amémoriel, parce qu'il y a quand même de la mémoire, mais en tout cas un processus mémoriel complexe. Et j'avais pris au départ, effectivement, 3 lieux pour affiner un petit peu ma démonstration. C'est le sens de mon texte. Mais vous êtes de tellement bons spécialistes qu'en vous écoutant, je me suis dit qu'il fallait que j'étende un petit peu. Déjà parce que vous avez dit énormément de choses, et bien mieux que moi, et que je pourrais peut-être vous amener, justement, quelques exemples un petit peu annexes, en particulier aussi sur ce qui se passe à l'étranger. Donc je regarderai ces questions mémorielles, bien sûr, à l'aune des trois monstres que sont les 3 grandes manufactures, ou les 4 grandes manufactures, mais aussi en prenant d'autres exemples et en me référant très largement à ce qui a été dit pendant ces 2 jours. Je suis venu depuis le début et franchement, je ne le regrette pas parce que ça m'a permis à la fois de tester mon modèle, de le valider sur certains points et de l'invalider sur l'autre. Alors, le paradoxe. Franchement, toutes ces grandes entreprises d'armement, tous ces sites d'armement ont à peu près tout ce qui est nécessaire pour passer dans un vrai processus mémoriel, qu'il s'agisse de patrimonialisation ou que l'on prenne tous les aspects mémoriels. Elles ont de l'épaisseur historique, enfin je crois qu'on l'a démontré très largement depuis hier matin, de l'ancienneté, 17e, 18e pour certaines, et même lorsqu'on prend les myriades d'ateliers qui étaient autour, il y a des racines qui s'enfoncent extrêmement profondément. Je crois que c'est à Tulle où, si on veut, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, ou même avant, si on prend un ensemble d'ateliers. On a multiplié les exemples. Saint-Étienne, même, ça m'a amusé, mais si on prend l'artisanat de coutellerie, on va jusqu'au Moyen-Âge. Voilà. Donc il y a vraiment une profondeur historique et tout cela est nécessaire, on sait bien, pour des processus mémoriels longs. Même des entreprises récentes, nous l'avons vu, avec des noms tout à fait récents ou des acronymes tout à fait récents, s'inscrivent dans une continuité
à la fois territoriale ou une continuité de fabrication qui fait qu'elles ont une histoire. Enfin, on peut le prendre comme on veut, même si elles sont apparues dans les années 50 ou 60. Le caractère patrimonial de ces bâtiments, deuxième élément, si on prend le site et ce qui est bâti, il est pratiquement présent un petit peu partout. Quand on lit les rapports de l'inventaire ou quand on lit différents travaux qui ont été faits sur ces bâtiments, on y retrouve toujours des petites remarques qui sont quand même très alléchantes pour un passage en patrimonialisation et en mémoire. Saint-Étienne, l'esprit des architectures rationalistes du XVIIIe, je cite, dans la ligne des Salines de Ledoux ou du Grand Ornu, quelqu'un ira jusqu'à dire c'est un palais industriel et militaire en briques rouges et pierres blanches, symbole de la puissance du Second Empire, ce qui explique qu'on va beaucoup insister sur le bâtiment de l'horloge, Saint-Étienne, qui symbolise bien tout ça. Je pourrais prendre des petits exemples amusants, mais il y a eu une manufacture d'armes à Versailles, qui était incluse dans l'aile du midi du palais de Versailles. Alors, si on s'amusait à décortiquer une fiche d'inventaire de cette entreprise, ce serait assez extraordinaire. Le dossier de protection de Châtellerault, il est extrêmement intéressant quand on le relit, où l'on voit très très bien dans le dossier de Châtellerault qu'il y a à la fois une remarque sur le bâti et sa qualité, mais aussi sur les intrications du bâti et les évolutions du bâti. Bon, au final, je n'insiste pas. Vous avez eu plusieurs exemples au cours de ces 2 journées, mais il y a vraiment des mots clés qui donnent de la qualité à ce patrimoine, sa complexité, aussi bien le patrimoine originel, qui est souvent aussi original, que les patrimoines seconds, par accrétion, dus aux besoins de l'outil de protection. Accrétions qui, elles-mêmes, peuvent être patrimoniales, et qui sont la trace de l'évolution d'un outil industriel. C'est le cas, par exemple, à Châtellerault, où on trouve un rapport d'inventaire qui est assez bien construit sur cette idée que ce qui est intéressant dans la patrimonialisation, c'est la continuité, et non pas forcément chaque élément pris séparément. Et si l'on ajoutait à ça tout ce que j'appelle les patrimoines tierces, on en a vu de beaux exemples hier, l'utilisation de l'eau, l'utilisation des murs spécifiques, des fermetures, des canaux, des écluses, etc. On est bien dans un ensemble intéressant. La taille aussi, ce sont des établissements qui, dans la plupart des cas, je parle pour les géants, alors je vais laisser de côté les plus petits, mais ont une réelle emprise dans les paysages, vous vous en êtes tous aperçus, de l'outil de production lui-même. Saint-Étienne, si j'ai bien compris, c'est presque 12 hectares, c'est considérable dans un ensemble urbain, à toutes leurs extensions et tous leurs systèmes de sous-traitance et de pseudopodes. Poids des hommes aussi, ils devraient émerger de tout cet ensemble une mémoire absolument fantastique. Quand on entend les chiffres, c'est 10 000 ouvriers là, 7 000 ailleurs, 8 000 ici. Quelquefois des chiffres même très importants et très tôt. Saint-Étienne, si j'ai bien noté, 1810, 2 000 ouvriers pratiquement, ce qui était assez considérable, etc. Et on voit bien comment ces hommes pèsent à la fois dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans l'urbanisme même de leur espace. Donc il y a toute une géographie à prendre en compte à partir des hommes et des bâtiments, un urbanisme, au fond, tout un autre patrimoine qui s'étale à partir de ce système. Sans compter, je ne suis pas spécialiste de ça, mais sans compter des innovations dans le domaine du travail, des organisations singulières. Châtellerault, j'ai cru comprendre, 1888, bien avant Taylor, on parle de rationalisation, c'est le capitaine, c'est Pli ou Ply, je ne sais pas, Pli, voilà, le capitaine Pli. Bon, tout ça est quand même singulier, original, intéressant. Et les écoles de formation, auxquelles beaucoup de gens ont fait référence dans leur communication, sont aussi des éléments qui me paraissent extrêmement intéressants, à la fois pour la formation et peut-être ce qui a été peu évoqué, pour la promotion sociale à l'intérieur de ces ensembles urbains. On pourrait rajouter comme élément, allez, j'arrête après, une histoire une petite histoire dans la grande histoire, au fond. Toutes ces entreprises produisent pour des guerres qui sont des guerres nationales ou internationales, et en France, en Europe, en Corée, en Chine, on vous en a montré plein d'exemples. Et cette histoire industrielle s'inscrit véritablement dans une histoire beaucoup plus général, quelquefois anecdotique. Quand on suit par exemple l'aventure des armes, il est intéressant que de voir certaines armes participent à l'histoire d'autres États. J'avais pris comme exemple le fusil de type Charleville.
20 000 unités fabriquées qui ont été données aux patriotes américains. Et ce fusil est étroitement associé à la guerre d'indépendance. Montcalm, Yorktown, etc. C'est un morceau de France, à tel point que je crois que les Américains, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire des armes, mais feront des copies de ce fusil à Springfield. Bref, il y a tout ce qu'il faut, la qualité des productions aussi, si vous voulez, qui s'élève même à l'art. On l'a vu plusieurs fois, dans certaines manufactures, on dépasse le simple cadre de quelque chose de standardisé pour aller vers de véritables pièces d'art. Et pourtant, et j'en arrive à l'essentiel de mon propos, et pourtant, il y a un déficit mémoriel absolument remarquable et considérable. Alors j'ai isolé un certain nombre d'arguments, il y en a 6 ou 7, donc je vais plutôt vous les donner comme ça, plutôt que de m'en tenir à mes 2 parties habituelles. J'ai aucun collègue dans la salle, donc je peux y aller. Voilà. Alors, ce qui saute aux yeux de l'observateur dans les caractéristiques de la marche à l'oubli, donc, c'est l'enchevêtrement d'un ensemble de choses qui toutes sont en interaction. Je vous les décortique, mais elles sont toutes mélangées. D'abord, ce que j'appellerais une mémoire composite. Je vais aller vite parce que nous avons eu hier une communication que j'ai trouvée tout à fait bienvenue, excellente et éclairante, celle du Centre des Archives, Nicolas Jacob, je ne sais pas s'il est là, oui, voilà, à l'issue de laquelle on voyait parfaitement combien les sites industriels, l'expression site industriel regroupe un témoignage, un patrimoine extrêmement composite et divers. Diversité de types d'établissements, d'emplacements avec des logiques géostratégiques spécifiques, industrielles, diversité de tutelle du public, du privé, diversité de fonctionnement et enfin même diversité de production, même si il y a beaucoup d'entrecroisements finalement entre ces établissements. Diversité aussi d'évolution dans le temps, puisqu'on est dans du temps long, de la forge initiale aux gigantesques manufactures. Diversité aussi dans le vieillissement. Tous ces établissements ne vieillissent pas de la même façon. Il y a des processus de regroupement, il y a des processus de recomposition, il y a des processus de disparition. Donc il y a vraiment une mémoire composite, et c'est là un des premiers facteurs, je crois, pénalisants. Il est très difficile d'obtenir une catégorisation fixe, propre à être traitée en bloc dans une appréhension scientifique. Qui pourrait en tout cas créer une sorte d'objet qui pourrait être valorisé comme thème. Je crois qu'en plus ici il y a le risque, enfin ce n'est pas forcément d'une sorte de sous-catégorisation. On pourrait tenter des sous-catégorisations, les poudreries, etc. Je ne suis pas sûr qu'on aboutisse, au vu des entrecroisements de production, d'échanges, etc., à quelque chose qui serait pertinent. Donc en termes mémoriels, c'est dur de lire tout simplement les établissements des sites de l'armement, à la différence d'autres sites industriels ou du petit patrimoine industriel. Quand on dit aux gens les moulins, ils mettent quelque chose derrière. Ils savent ce que ça veut dire. Quand on met les sites industriels de l'armement, c'est bien plus complexe et il manque probablement un bon atlas général de tous ces sites pour qu'on puisse commencer à les synthétiser. Il y a ensuite ce que j'appelle une mémoire destructive dans les sites d'armement. J'emprunte cette formule à Jean-François Bellost, qui avait travaillé sur une 50aine de sites industriels en France dans les années 90. Qu'est-ce que c'est une mémoire destructive? C'est-à-dire que ces entreprises elles-mêmes se condamnent à une forme d'érosion et de destruction. Elles naissent, elles meurent, elles renaissent, elles disparaissent, elles se transforment et elles se défigurent. Et au fond, la mémoire s'effiloche en même temps que ce processus se produit. Si l'on considère, je ne sais pas, Charleville par exemple, l'apogée de Charleville, c'est extrêmement bref, c'est 1812 en gros, 1815, 15 000 ouvriers, 50 000 fusils, et à l'issue de cette aventure industrielle extraordinaire, en 2 mots, de fabrication, on passe soudain, clac, à une fabrication d'armes pour les gardes du corps du roi. Ce sont des armes de prestige qui seront finalement le seul marqueur qui va passer dans la mémoire parce que c'est extrêmement concret et que l'on peut s'y référer.
Je vous ai parlé de Versailles tout à l'heure. Qui se souvient qu'il y a eu une fabrication d'armes à Versailles jusqu'en 1823? Donc il y a de nombreux lieux qui ont tendance, dans ce type de site, mais vous me direz si je me trompe, à se rétrécir de façon mémorielle au fil du temps, jusqu'à ce que toute leur histoire, toute l'accrétion de leur histoire, finisse à ne plus faire véritablement sens. Lorsqu'on entre dans le détail, je suis frappé, par exemple, c'est un très petit exemple, mais la forge de Nouzonville, etc., c'est des morceaux de Charleville. Elle a été pas totalement détruite, il est resté des bâtiments qui étaient quand même des bâtiments de 1686, qui ont été pris dans du bâti. Je trouve ça assez symbolique. Il y avait 2 tours de l'enceinte qui ont été pris, l'un dans une école, l'autre dans un bâtiment commercial, et un grand bâtiment qui est devenu une salle de spectacle incluse dans une autre salle. Autrement dit, on voit bien comment ici la modernité a digéré le XVIIe siècle, mais l'a avalé systématiquement. Comment voulez-vous que des processus mémoriels remontent lorsqu'on est dans ce cas de figure? Alors, on trouve quantité de variantes. Je ne vais pas développer, mais d'une façon générale, le modèle est à peu près le même partout. Alors, à l'arrivée, on a un phénomène de traces multiples, si vous voulez, de mémoire qui est ancré ou qui s'ancre, ne peut s'ancrer, si on prend le bâti, par exemple, que sur de très petits marqueurs. Et pour en revenir aux traces, Saint-Étienne, si on regarde bien, ce qui reste de Saint-Étienne, au fond, c'est le monument aux morts, les jardins, le mur, la grille, le portail, le bâtiment de l'horloge et des carcasses qui sont réutilisées. Si vous en faites une liste extrêmement pragmatique, c'est au fond très peu de choses. Châtellerault, on pourrait faire le même remarque. Troisième élément de cette disparition de mémoire ou de cet empêchement de remontée de mémoire, c'est le déficit d'image. On est là dans des sites qui souffrent d'emblée d'un déficit d'image et qui sont peu propices à entrer dans des processus mémoriels positifs. Ce qui explique d'ailleurs que très souvent on emprunte à ces sites ce qui est le plus prestigieux et qu'on laisse un peu tomber tout le reste. Il y a un rejet de la mort, un rejet de la victime produite par ce qui est produit par l'entreprise, les armes, les munitions et leurs conséquences. Et d'une manière générale, la façon dont on va remonter la mémoire crée cet oubli-là assez systématiquement. Je suis frappé par exemple d'un petit texte qui est dans le parcours muséographique de Saint-Étienne. C'est un cartel, tout simplement. Il y a marqué refusant, alors c'est, je ne sais plus ce qu'il y a avant, refusant tout angle belliciste, virgule, la présentation rend hommage à la créativité artistique ou industrielle. C'est clair. Voilà. Sauf que quand on refuse tout angle belliciste, on refuse des pans entiers d'histoire et de mémoire. Et on lit un petit peu plus loin que les arts et les artistes permettront de lire autrement la guerre. Alors certes, mais la guerre, c'est pas une histoire d'art et d'artistes. Enfin, ça peut l'être, bien sûr, mais c'est aussi autre chose. Cette mémoire, ce déficit d'image se retrouve aussi avec les périodes de guerre et de conflit. Alors, on ne va pas prendre l'exemple de Châtellerault. Je vois Madame Albert là, qui est dans la salle et qui a bien montré combien l'histoire de la manufacture pendant la guerre est complexe. Mais ceci dit, vous avez écrit probablement tout ce qu'il y avait à écrire à partir de l'aventure du directeur. Je ne sais plus son nom, c'est Vergniaud, je crois, Lucien Vergniaud, quelque chose comme ça. Mais ce travail-là, il n'est pas fait partout. Loin s'en faut. Il y a beaucoup d'entreprises de ce type où on a un blanc quand on arrive aux périodes de guerre et en particulier aux périodes de la Seconde Guerre mondiale. Tulle, c'est pareil, c'est compliqué à Tulle. J'ai beaucoup travaillé aussi sur Tulle et sur la Seconde Guerre mondiale. Les événements de 1944 ne rendent pas la tâche facile dans l'écriture d'une histoire et dans le phénomène mémoriel de la manufacture. Quatrième élément, une mémoire, je crois, fractionnée et démembrée. Peut-être démembrer le mot qui conviendrait le mieux. La mort du géant est terrible.
Je vais le dire comme ça. J'avais mis, je crois, dans le petit papier que j'avais donné pour la fin de ces grands dinosaures de l'armement me fait penser un peu à la mort des grandes abbayes, d'une certaine façon. On a des choses gigantesques qui ont traversé les temps et qui soudain, clac, disparaissent. Et avec cela naît l'idée de l'impossible remplacement du tout. Et dès lors, on va aller, on en a un petit peu parlé ce matin, vers les fractionnements de sites, fractionnements obligatoires de sites, qui créent des émiettements de mémoire. L'immensité doit être reconquise et elle ne peut pas l'être en totalité. Elle ne peut pas l'être immédiatement par un transfert du même géant. Donc il faut un travail par sectionnement. On parle d'ailleurs de reconquête, d'investissement. C'est intéressant, ce sont des termes militaires qui sont souvent utilisés lors des réaménagements et on ajoute toujours par petites unités. Et tout ça a des conséquences. Ça laisse ce que vous connaissez bien, soit des carcasses réutilisées, c'est-à-dire des morceaux de bâti initial qui sont des éléments patrimoniaux, on est bien d'accord, soit de petites traces, soit ça ne laisse rien. Et on a l'arrivée d'une myriade d'activités redynamisantes, certes, mais totalement amémorielles. La preuve en est d'ailleurs que dans nos discours, on cherche souvent ce qui peut créer du lien, de la jonction de mémoire. J'ai entendu plusieurs fois dire, finalement, les AFPA, les centres de formation, ça c'est du lien, parce que ça prend les anciennes écoles d'apprentissage, au fond. Donc, il n'est pas facile de créer un véhicule pour la mémoire de ces géants industriels à partir du moment où eux-mêmes sont découpés dans leur réaménagement. Je vois deux autres points, je vais aller peut-être un tout petit peu plus vite. Il y a la question des transferts mémoriels. Les transferts mémoriels, ils résultent très souvent de la bonne volonté. J'appelle transfert mémoriel ce qui va être le sauvetage, au fond, de ce qui disparaît. Et ça va très souvent être le rôle d'un musée ou d'une association qui va tenter de prendre le relais. Alors, il y a des cas où cela se passe assez bien, dans des musées de proximité, des musées in situ. Tulle, c'est un exemple. On a essayé assez vite de créer un musée d'entreprise, qui plus est en partenariat avec les Nez Noirs à Tulle. Donc on tient à peu près tous les bouts de les ficelles. Ailleurs, c'est plus compliqué. Quand on regarde plusieurs exemples, on a l'impression qu'on demande à des établissements muséaux locaux déjà implantés de digérer une partie de cette mémoire. Et ils ne vont pas pouvoir la prendre en entier, ils vont la prendre par petits morceaux. À Charleville, le musée de l'Ardenne, il va faire une salle des armes. Il va faire une salle des armes au premier étage qui présentera les productions de la manufacture, à côté d'une magnifique collection de pots de faïence issus de la pharmacie de l'hôpital. Je ne suis pas sarcastique en disant ça. C'est comme ça. Je fais un état des lieux. Alors, vous me direz, si je fais un mauvais jeu d'humour, il y a la mort et le soin. On peut créer toujours des ponts entre les différentes choses. Mais malgré tout, vous avez une perte de sens. Je reviendrai sur le problème du sens tout à l'heure. À Saint-Étienne, le musée d'art et d'industrie, je crois, est ternaire. C'est un musée qui a 3 parcours. Des cycles, des rubans, des armes. Et encore, il a des armes parce qu'il se greffe, tout l'héritage de Giat va se greffer sur une très vieille collection d'armes anciennes qui était assez remarquable, je crois, qui avait été donnée par les Dornano, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Le musée de Tulle semble aller aussi vers un ensemble d'évolutions ternaires. L'accordéon, l'arme et la résistance, je crois qu'il sera... Et la dentelle. Voilà, je croyais que la résistance allait aussi chez vous. Et la dentelle. Donc, vous voyez, cette tertialité des choses, ou ailleurs, ça peut être partagé en 3 ou en 4, ne rend pas les choses faciles en termes mémoriels. Et il y a la mémoire qui va ailleurs. Toute la mémoire qui n'arrivera pas à se coller in situ. Je vais reprendre l'exemple de Versailles, la fameuse carabine de l'an 3. Vous ne la trouvez qu'à 2 endroits. Au musée d'art d'histoire de Neuchâtel, ou bien, et c'est une des plus belles paires de pistolets de France, de duel au Royal Ontario Museum de Toronto. Et il y a aussi, on n'a pas le temps de l'aborder ici, mais une circulation des produits des manufactures sur les marchés privés et sur les marchés muséaux qui éloignent quelquefois cette mémoire de production. J'ai cru comprendre qu'à Châtellerault, il ne reste aucun fusil produit pour les Russes. C'est ça, hein. Et je ne sais même pas s'il y en a en France.
excusez-moi. Il a été donné au moment du départ du dernier fusil russe, des 500 000 fusils russes, uniquement 2 exemplaires au dépôt de l'artillerie, et on en trouve à l'heure actuelle un mécanisme, enfin moi je n'en connais qu'un, un mécanisme conservé au musée de Bourges. Il faudra me dire où se trouve l'autre. Voilà, je ne l'ai pas encore retrouvé, mais ce ne sont pas les fusils entiers. Mais là, on était dans un cas très particulier de production pour une armée étrangère, et tout est reparti, les machines, les plans, tout. C'est un bel exemple voilà. Là de hop, la mémoire s'évapore, si je puis dire. Bon, allez, je pourrais continuer longtemps sur les musées. Ne pas oublier que les musées montrent de l'objet, privilégient l'objet, c'est leur job, et que à partir de ce moment-là, il y a vis-à-vis de ces sites industriels aussi, mais c'est arrivé dans d'autres cas de sites industriels, une perte sur la fabrication, le processus de fabrication, tout ce qui était la vie de l'entreprise. Je connais bien ça à Limoges avec la porcelaine. Je peux vous assurer que ce qu'on appelle un musée de la porcelaine à Limoges, c'est l'alignement de 600 ou 700 assiettes sans penser à tout ce qui est en amont. Ça se passe comme ça. Donc, il y a un manque de complétude, probablement, dans la prise en charge de cette mémoire. Je ne porte aucune accusation contre les musées, rien du tout. Je constate simplement, et je crois qu'ils font par ailleurs un gros travail pour essayer de pallier un petit peu cela. Allez, dernier exemple de fuite mémorielle, et je crois que c'est un point important dont on ne parle pas beaucoup. C'est la mémoire traumatique. La mémoire des sites d'armement, elle est éminemment traumatique. Il y a le traumatisme de l'arrêt. Je crois qu'on l'a vu un peu dans ce que tu disais tout à l'heure. L'arrêt est associé à une crise. On parle de la crise des industries d'armement. Et automatiquement, la réflexion se fait sur des processus de reconversion qui permettent de sortir d'un échec. C'est comme ça que c'est vu. Donc, lorsque vous êtes dans des vocabulaires de ce type, où d'ailleurs on va réutiliser le terme très souvent assez rapidement lorsque le site se dégrade de friche, alors que quand on va parler des friches, on dira « Ah ben, on pourrait mettre une pépinière ». Regardez, le sens des mots est extraordinaire. La pépinière qui va supprimer la friche. On est dans un processus de reconquête économique ou socio-économique qui laisse peu de place à la mémoire. C'est ce qu'on a bien vu dans la communication précédente, dans les années qui suivent. On ne parle pas, c'était Châtellerault, on ne parle pas de processus mémoriel. On a d'autres choses à faire. On parle de diversification, on parle de possibilités de réaménagement du site, et tout ça, au fond, est bien naturel. Les anglo-saxons le font bien mieux que nous, et sans se priver, la doctrine de l'adapted reuse, qui est, alors il n'y a pas vraiment de traduction de ça, c'est l'immédiateté de la réinstallation. L'immédiateté. Il faut passer dans l'immédiateté de la reconversion, parce que si on ne le fait pas, on pérennise une situation d'échec, et dans ces processus-là, il n'y a pas de place pour la mémoire, ou il y a très peu de place pour la mémoire. On peut même voir disparaître dans ces processus-là, c'est très souvent le cas en Asie par exemple, carrément le site en totalité. Et vous avez d'ailleurs dans le patrimoine militaire des choses qui ont disparu comme ça. Saint-Étienne, on n'en a pas parlé, mais les casernes à Saint-Étienne, dans les années 60, il y avait les deux grandes casernes, elles sont totalement rasées. On ne se pose aucune question. Et on rase. Donc c'est une chance inouïe quand on peut avoir un marqueur d'entretien de mémoire. C'est le cas à Châtellerault, où s'installe le centre des archives, au fond, in situ. Ce point est très important, ce qui va permettre de réancrer de la mémoire militaire. Enfin, le mot mémoire, je terminerai un petit peu là-dessus, il est à sens multiple. Il n'est pas le même pour tous les acteurs. Je crois que c'était un petit peu la conclusion de tout à l'heure, donc je ne vais pas vraiment la développer. Mais la mémoire, elle a des sens, elle n'a pas un seul sens. Et il est très important d'essayer de comprendre ce que chacun veut dans le processus de ressouvenance. La mémoire ouvrière n'est pas forcément celle de la mémoire que souhaitent voir les politiques, qui n'est pas forcément celle de l'État, qui n'est pas forcément celle des militaires, etc. Ce point est loin d'être négligeable parce qu'il a un certain nombre de conséquences. Lorsqu'il y a trop de multiplicité de mémoire, on a des blocages. C'est-à-dire qu'il vient un moment où le tour de table n'est plus possible. Il entre dans un processus de complexité qui fait qu'on ne peut pas sortir par un consensus. Donc on va forcément avoir un déséquilibre, et très souvent c'est ce déséquilibre qui réapparaît aujourd'hui, 10, 20, 30 ans plus tard, où les mémoires que l'on a mis, clac, dans la cocotte minute,
finissent par ressortir par le soufflet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aujourd'hui des retours mémoriels extrêmement importants qui produisent d'ailleurs des travaux fort intéressants. Sauf que c'est tard et qu'on aurait bien besoin pour cela d'un certain nombre de travaux. On me dit de conclure, alors je vais conclure, mais je vais aller assez vite. Au fond, la plupart de ces sites ont besoin alors je ne vais pas dire de remise en mémoire, mais d'une remise en histoire. Non pas que ça ne se fasse pas, parce que contrairement à ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de travaux sur ces grands bâtiments. L'inventaire a fait du bon travail. Il y a ce qu'on appellerait des mémoires, je crois que c'est vous qui avez utilisé le terme tout à l'heure, passion, portées par des associations, portées par des instituts qui ont fait vraiment des travaux, qui ont publié des bulletins, etc. Il y a une mémoire académique, même modeste, on n'est pas les meilleurs dans ce domaine, mais enfin il y a quand même des thèses, des travaux, etc. Il y a donc des avancées considérables qui ont été faites. Il y a ce que j'appellerais une dynamique quand même de recherche et elle produit ses fruits. Les musées prennent leur part, même si on a des faiblesses, des lacunes à combler, notamment, à mon avis, dans le rôle des acteurs, dans les aspects techniques, et peut-être on manque alors de quelque chose qui ne se fait plus beaucoup, mais de grosses monographies englobantes et articulées, c'est-à-dire qu'on comprenne bien l'histoire des sites en totalité, et l'histoire des sites par rapport aux autres sites. Donc, alors des thèses comme ça, on n'en donne plus, ou alors quand on trouve un candidat, on le capture au filet et on le garde longtemps. Alors, il y a probablement une nécessité d'histoire pour que l'on arrive à faire réémerger de la mémoire, et il y a probablement une nécessité d'histoire in situ. Alors, je vais vous donner une piste ou deux, simplement par des travaux que j'ai faits ici ou là. On a parlé de centres d'interprétation ou d'évocation. On a vu ce matin un sentier d'interprétation, je crois, dans une poudrerie. Mais il y a des systèmes qui fonctionnent assez bien à partir du moment où l'on arrive à garder un bout du site quand même et à lui mettre un centre d'interprétation. Je vais vous citer juste un exemple que vous connaissez peut-être, c'est Polilles, l'anse de Polilles, l'usine Nobel. C'est assez remarquable, l'anse de Polilles. On a de la verdure, un aménagement de parking, l'accès à la mer, une plage, etc. Et puis tout un tas de bâtiments qui sont plus ou moins à l'état de ruine. Sauf qu'il y en a un qui a été entièrement consacré à un espace d'interprétation. Très simple, comme on fait chez les anglo-saxons. Tout ça nous est venu du Canada. Ce sont des bâches interchangeables, assez légères, mais qui prennent la totalité de l'histoire du site. Et au fond, on les regarde ou on les regarde pas, mais on passe dedans comme on passerait dans des voiles. C'est quelque chose à la fois d'une mémoire évanescente, mais elle est extrêmement complexe. C'est un petit peu, vous savez, comme le système des audioguides. On appuie sur le bouton, on a ceci ou cela, mais on veut aller plus loin. Eh ben, on appuie sur le deuxième bouton, on veut aller plus loin sur le troisième, et par tout un système d'équipement informatique, on peut aller très très loin, pratiquement jusqu'à toute l'histoire du site. Moi, je trouve que ce type d'aménagement est probablement, on fait ça dans les Balkans en ce moment, j'ai fait ça au Rwanda aussi, est très très efficace pour tenir tous les bouts de la ficelle, c'est-à-dire le léger, le moyen et le lourd, c'est-à-dire la totalité du processus historique, à charge pour le demandeur d'aller jusqu'où il souhaite aller. Je pense enfin, et j'ai fini, rassurez-vous, qu'il faudrait peut-être nous unir, je dirais, dans tous ces travaux. Peut-être un peu comme font les gens de l'inventaire avec des sites de présentation, mais là, moi, je verrais bien un site beaucoup plus interactif, consacré au bâtiment de l'armement, en lien avec tous les acteurs et l'université qui peut vous être utile là-dessus. Les technologies de l'information permettent de faire ça maintenant, et on pourrait comme ça réunir tout ce qui se passe, se dit, se fait, etc., mettre des documents en ligne, et pourquoi pas avoir une espèce de base commune qui nous permettrait enfin d'avoir un objet commun. Et à ce moment-là, de le sortir de son anonymat. Et ça redynamiserait probablement tous les sites, parce que lorsque vous auriez la couche sommitale, vous pourriez redéfinir chacun des sites en fonction d'une exemplarité par rapport aux études globales. Voilà, ça n'est que quelques pistes, elles sont fort modestes, liées à ma propre expérience, et je ne dis pas qu'elles ont une grande valeur. Je vous remercie. Merci beaucoup.